Ah oui, c'est sur web. Ah, avant d'arriver au sol. Bien bonjour, le live va pas tarder de commencer, le temps que tout le monde s'installe. On est en train de prendre un café déjeuner et les experts se préparent, donc on va commencer dans quelques secondes. On peut tester? Vous avez bascule d'écran ou passer là? Quelque chose de suite? De la suite? Une porte derrière. Ah tiens, hein, Sudoli, pas compliqué. J'avais pas trop dit. C'est toi qui as lancé Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ou on va l'annoncer sur un petit peu avant
Faut le coller. Voilà. All good on you? Good? Yeah, it's good for me. Thank you. Si, ouais, non mais c'est bon. Si, c'est bon. Et pour l'instant, on n'a pas besoin de la caméra. Bon bonjour à tous. Merci de vous être levés si tôt. Bon, j'en ai vu beaucoup à la salle de sport ce matin à 4h. Pas sur les vélos. On va commencer une série de 4 petits déjeuners qui nous sont offerts aujourd'hui par EasyTeam. Donc je vais, pour introduire ces sessions et cette semaine, immédiatement passer la main à Olivier Renaud, le président d'EasyTeam. Bonjour, donc Olivier Renaud, je suis le président d'EasyTeam. Je vous souhaite la bienvenue au nom de toute l'équipe d'EasyTeam. Alors, quand on a lancé ce concept il y a quelques années maintenant, c'était 3 ans, parce qu'on est sur la 3e édition des Open World de l'EOF. On a dit, voilà, on va essayer de se faire des petits déjeuners pour partager des thématiques quotidiennes qui correspondent à ce qui s'est passé au cours des différentes sessions. Et bon, tout le monde nous a pris un peu pour des fous, parce que bon, organiser des thématiques à 6h30 du matin, c'est quand même pas juste quelque chose d'évident. Bon, ben ça reflète pas mal l'esprit d'EasyTeam. On essaie toujours de faire des choses un petit peu décalées, des choses un petit peu innovantes, des choses qui permettent d'aborder les sujets sous un angle différent. Et donc tout naturellement, depuis quelques temps, on a appelé ça Open World, l'EOF, avec un petit clin d'œil aux différents festivals que vous pouvez connaître et qui ont régulièrement leurs sessions. Voilà. Donc maintenant, pour effectivement animer ces sessions, on s'est enrichi d'un certain nombre d'experts qui ont rejoint ces événements d'année en année, de Jérôme qui nous aide à animer ces événements également, et puis de tous les responsables de l'offre de solutions chez nous qui interviendront dans la deuxième partie de cette présentation. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue à tous pour ce Open World Off 2014, et donc je déclare la session ouverte. Bon, ben, je ne vais pas attendre, hein, vous l'avez vu arriver comme moi. Donc, comme vous avez, ça c'est tous devant vous, une petite fiche d'évaluation. C'est extrêmement important pour l'ensemble des événements, année après année, pour enrichir et tenir compte évidemment de vos remarques. Et donc, pour vous motiver dans ces quelques cases à remplir
Il y aura un cadeau et un tirage au sort tous les jours, tous les matins, à l'issue de notre présentation. Alors je crois que même qu'il y en a deux, puisqu'on a la France, pour pas dire le monde, qui nous suit en webcast, c'est ça? C'est ça. Bon, j'espère francophone, hein, parce que le off, c'est aussi l'idée que c'est en français. Donc ça sera la seule présentation de la semaine, de la journée que vous aurez en français. Donc profitez-en. Donc on a deux tirages au sort, un tirage au sort sur Internet qui est organisé par le directeur marketing Nicolas D'Ambrosio, et puis une pour vous. Voilà, donc on ramassera toutes vos fiches, un petit tirage au sort juste avant de partir, pour savoir lequel partira en drone du 36e étage. Donc j'enchaîne directement, vous avez vu l'agenda, vous l'aviez déjà reçu, donc je ne vais pas passer trop de temps dessus, plutôt m'intéresser à présenter les experts qui chaque matin donc, vont vous faire part de leur ressenti sur l'ensemble des sessions auxquelles ils auront participé au cours de la journée. Alors hier c'était une journée un petit peu particulière puisqu'il n'y a pas eu énormément de sessions, donc on va se concentrer aujourd'hui plutôt sur la keynote de Larry Ellison évidemment. Alors pour commencer, Eugène Ebara, si tu peux te présenter s'il te plaît. Bonjour, Eugène Ebara, je suis directeur technique à l'agence de Paris Team. Je vais me concentrer moi sur les sujets d'infrastructure et de sécurité dans le cloud. Donc je vais donc suivre un certain nombre de sessions et de labs sur ces sujets-là et vous faire les retours par rapport à mon ressenti et mes consultations. Voilà. Merci Eugène. Olivier Dacqua. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis consultant expert middleware chez Easyteam. Donc, je vais suivre toute l'actualité middleware, toutes les annonces. Je vais être aussi votre guide si vous avez des questions et vous faire une analyse et un retour chaque matin des événements middleware. Voilà. Merci Thomas. Merci Olivier. Thomas Bordeaux. Bonjour à tous, Thomas Bordeaux. Donc, je suis le directeur technique de l'agence de Nantes pour Easyteam. Et je vais suivre principalement les sessions qui ont trait au cloud, au big data et à la database en général, avec ces options. Et donc, à votre disposition pour toute question. Merci Thomas. Et enfin, Fabien Poyot. Bonjour, Fabien Poyot. Alors, effectivement, mon sujet est un petit peu particulier, mais je suis expert sur la partie licence. Donc, alors, il n'y a aucun sujet directement lié à la partie licence aujourd'hui, sur les 3 jours de session. Par contre, je m'intéressais principalement à toute la partie virtualisation, les nouvelles technologies et comment les licences vont pouvoir s'intégrer là-dedans. Donc, je vous présenterai tout ça dans les prochains jours. Merci Fabien. Alors, regardez le micro. On va faire un premier tour sur les réactions à chaud. Donc vous piquez le micro comme d'habitude. Hein, vous avez l'habitude. Donc Larry, je ne sais pas si vous avez fait attention comme moi. J'ai l'impression qu'il Oracle est rentré dans le cloud et qu'il n'y a plus rien d'autre. Hein, du cloud. On a eu en particulier, je ne sais pas comment on l'a ressenti, mais alors profusion de solutions SaaS, comme quoi ils avaient énormément travaillé. Bon, comme on est en français, normalement ils ne comprennent pas les Américains, c'est un peu du bluff là, toutes ces annonces, autant d'applications qui sont sorties. Je pense que c'est pour montrer qu'ils sont présents sur le marché et qu'ils ont déjà des solutions disponibles. En réalité, je dirais pas que c'est du bluff, mais je dirais que Oracle arrive sur ce marché-là comme un challenger des concurrents, d'Amazon et autres qui sont déjà très très présents. Moi, le point qui m'a interpellé fortement, c'est le focus sur la sécurité. Je pense que on attendait des annonces importantes parce qu'il y a quand même un manque sur ce sujet-là. Et les enjeux du cloud aujourd'hui sur la sécurité sont assez préoccupants. Hein. L'actualité récente montre qu'il y a quand même des enjeux assez importants sur la sécurité, tant du point de vue de la fonctionnalité des données, du point de vue de l'accessibilité au cloud des personnes, des services et des données en elles-mêmes. Des annonces également sur des évolutions de matériel par rapport à Exalytic, par rapport aux composants de mémoire. Ça, on va le commenter après. Mais pas, à mon sens, d'annonce majeure à ce stade-là. Je pense qu'on en saura plus mardi. Oui, merci Eugène. Pour compléter, ils ont fait une annonce qui était attendue un peu depuis longtemps sur ce qu'ils appellent la Cloud Platform. Donc en termes de positionnement, comme disait Eugène, ils avaient aujourd'hui un focus
quasi unique sur le SaaS en cloud public. Donc ils ont fait beaucoup d'achats, beaucoup de compléments, ce qu'ils appellent le build and buy strategy. C'est un mot qui est revenu souvent dans la bouche de Larry. Et donc là, ils annoncent des centaines d'applications, par exemple sur l'HCM, sur les ERP. Quand on regardait un peu les slides, on voyait bien, enfin, je ne sais pas si vous avez vu comme moi, mais il y avait des copier-coller assez malheureux qui complétaient les slides. Bon, Oracle a quand même mis le paquet. Si vous suivez un peu les news, il y a eu énormément de rachats de sociétés ces derniers temps. Donc cette partie-là, cette partie SaaS est la partie la plus avancée. Ils ont annoncé par contre la Cloud Platform, qui est en fait la partie PaaS, donc tout ce qui est database as a service, fournir de la base de données à travers un catalogue, un portail, en cliquant, clac, 2-3 clics, j'ai ma base qui est prête. Middleware as a service, donc qui inclut aussi bien la partie WebLogic que, enfin ça peut inclure, on peut embarquer l'application avec. Et cette cloud platform, ils ont fait une promesse autour de ça en disant demain, vous pourrez passer de votre cloud privé ou votre infrastructure XY chez vous en un clic sur la cloud platform d'Oracle. Donc, bon, il faudra voir un peu ce qu'il y a derrière ce fameux clic. On peut être un peu sceptique, notamment, enfin, si tout le monde a fait des projets de migration, la partie technique, c'est une partie à pas négliger, mais c'est pas forcément là qu'il y a le plus de problématiques. Hein. Il y a tout ce qui est test de non-régression applicative, tout ce qui est test de performance. Et même la promesse de Larry, qui est le no-code change, qui est la promesse historique d'Oracle. Hein, depuis qu'Oracle existe, Oracle a toujours fait de la compatibilité descendante. Pour ceux qui ont déjà fait des migrations, quand vous passez notamment sur le middleware d'un Java 1.5 à un Java 1.6, c'est pas transparent. Donc, ok, on va avoir un upgrade, ce que disait Larry, un upgrade automatique, parce qu'on passe dans une nouvelle version, mais le no-code change, personnellement, j'ai un petit doute. On va voir cette semaine, hein, je pense qu'ils vont développer, on fera les sessions techniques pour ça, mais j'ai un petit doute. Ce qui est intéressant, à contrario, sur la cloud platform, c'est cette promesse qu'on pourra bénéficier tout de suite. C'est ce qu'ils ont dit, hein, de toutes les options existantes, donc in-memory, multi-tenant, mais aussi pouvoir faire du big data à travers les produits d'Oracle sur les infrastructures qu'on mettrait dans le cloud public. Tout ce qui est social aussi. Donc c'est l'intégration automatique avec le meilleur de ce que fait Oracle. Il y avait la partie MCO, ils ont assez insisté sur le MCO en disant que le patching serait inclus, la sauvegarde serait inclus. Donc il y a un côté assez facile dans le discours toujours, hein, dans la pratique. Alors, on sent qu'il y a bien étalage au niveau application SaaS. On les sent beaucoup plus légitimes sur la database as a service. Ça me semble terriblement. Alors en même temps, j'ai entendu ou j'ai cru comprendre que tous les grands clouders s'appuyaient sur Oracle en réalité. Personne n'avait de plateforme. Ça m'a. Bon, je sais que c'est toujours un peu provoquant les keynotes, mais. Ça, c'est Larry. Oui, un petit complément sur la partie middleware, puisqu'il n'y a pas eu d'annonce, on va dire, révolutionnaire par Larry aujourd'hui. Par contre, le middleware sera la colonne vertébrale de l'intégration au niveau cloud. Donc le SaaS, les services, l'exploitation, la présentation de vos services. On a vu aussi que Larry parlait de WebLogic. Donc on peut s'attendre, je pense, à la vie personnelle, hein, j'ai pas eu l'exclusivité, mais à des annonces très intéressantes au niveau PaaS cette fois-ci, côté middleware. Et notamment, il y a une keynote, donc ce matin, middleware. On vous invite, si vous êtes intéressé, à pouvoir y assister. Hier soir, il est resté quelques places. Et il y a des démos également cet après-midi. Alors par contre, c'est complet. Alors je ne sais pas si on peut malgré tout tenter sa chance. Et c'est sur tout ce qui est Java Cloud Service. Donc ça peut être extrêmement intéressant d'aller voir ces keynotes pour avoir de l'info. Côté middleware, je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui seront dites prochainement. Je vais rajouter un petit complément sur les infrastructures au niveau du stockage et au niveau des composants de mémoire. Donc, voilà, ça en verra mieux. Donc il y a une annonce autour d'une appliance pour gérer les sauvegardes, parce que
La concurrence ne sait pas faire des sauvegardes Oracle, manifestement. Donc, je pense que... Zéro Data Loss Recovery Appliance. Exactement. Première annonce. On est content d'apprendre que Oracle sait sauvegarder des bases Oracle. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une volonté là de repositionner Oracle sur un marché dans lequel il est absolument pas présent. Les acteurs du marché occupent toute la place et de pouvoir aussi challenger les sociétés comme EMC et les autres et de rebrander finalement les acquisitions autour des sociétés qui ont été acquises sur ces sujets-là. Au niveau des composants électroniques, donc de la mémoire, l'association avec Intel pour fournir des processeurs qui vont gérer des performances accrues et de la sécurité. C'est une annonce intéressante parce que sur ce sujet-là, il y avait quand même un niveau des forensiques, des manques connus d'Oracle vis-à-vis de la sécurité hardware. Donc on va voir concrètement comment ça se traduit. Et si ça apporte vraiment le service promis autour des algorithmes qui vont permettre de faire donc, de la ségrégation au niveau des pages mémoire et donc d'apporter une protection sur les attaques au niveau de la mémoire. Et aussi par rapport à ça, ça montre aussi la volonté donc de pousser tout ce qui est in-memory finalement, et donc de montrer qu'on peut avoir de la sécurité et de l'intégrité de données sur des éléments qui sont gérés en mémoire quasiment plein temps. Alors justement là ce qu'on annonce concernant l'Exalytics version 4.4, c'est la prise en compte de l'in-memory, c'est ça? Oui, enfin, moi je m'attendais plutôt à un enrichissement fonctionnel plutôt qu'un upgrade hardware pour dire qu'on ira plus vite. Et le vrai débat sur l'Exalytics, c'est comment je vais repositionner mon architecture de BI ou vis-à-vis des solutions Oracle par rapport à ce que j'ai déjà. Le fait d'aller plus vite, d'avoir plus de performance, ne répond pas forcément à cette préoccupation. Et cette annonce-là, pour moi, elle n'est pas majeure dans le sens où c'est un upgrade de plateforme avec des performances améliorées. Ensuite, on est descendu au stockage. Il y a Flash Storage One. Donc de la puissance, de l'in-memory, pour ça il y a besoin de disques, tout ça me semble très cohérent, non? C'est cohérent parce que qu'est-ce qu'on fait sur le cloud? Il y a quand même des fondamentaux qui sont le stockage intelligent et sécurisé. Je pense que c'est un des premiers éléments. Je pense que c'est un rebranding des acquisitions de Pilar pour amener de la technologie Pilar tout de suite disponible dans les architectures autour des examachines. Et c'est pour aussi, on va dire, combler un vide par rapport aux architectures exa sur la gestion d'un stockage qui soit ouvert à d'autres technologies que la base de données ou les logiques. Un peu complété. Effectivement, il n'y a pas d'annonce. Oracle est en train de dire on sait faire du stockage qui n'est pas dépendant de notre hardware comme les ingénieurs de système. On sait faire du stockage intelligent avec du flash, du placement automatique. Bon, c'est des choses qui sont faites déjà par ailleurs depuis longtemps, donc c'est pas une annonce majeure. Il n'y a pas d'intégration. Ce qui est intéressant dans les ingénieurs de système, c'est l'intégration entre le hard et le soft. Là, il n'y a rien de particulier à ce niveau-là. Et pour revenir sur l'Exalytics, alors, Larry est passé assez vite, je pense qu'il était pressé, il arrivait un peu essoufflé et finalement il a accéléré tout au long et à la fin on avait à peine le temps de regarder les slides, il tournait, il a dit que c'était 100% des données en mémoire, ce qu'il n'a pas précisé c'est s'il mettait 100% des données dans du flash ou s'il utilisait l'option de memory étendue. On va voir un peu ce qui sera dit cette semaine. Et puis la dernière, par contre la dernière innovation c'est au niveau du Spartan 7, donc au nouveau processeur. Là ils ont fait de l'intégration avec ce qu'ils appellent des acceleration engines, c'est-à-dire des modules au niveau du CPU qui sont capables de lire un flux in memory, donc un flux compressé en mode columnar,
et de faire un processing intelligent géré au niveau hardware. Et ils annoncent là des requêtes 10 fois plus rapides. Donc ça, c'est intéressant, et on voit bien que ce genre d'intégration entre le hard et le soft, c'est là où Oracle peut marquer des points et se différencier de la concurrence. Alors justement, c'est le cœur de l'intégration, cette fameuse puce M7 qui a été annoncée, et qui vient mettre le Software Defined Architecture, c'est ça. Il y a aussi beaucoup de sécurité dedans, j'ai entendu. Alors sur la sécurité, il n'y a pas beaucoup de sécurité en fait. Oracle va sur la sécurité hardware qui est déjà disponible sur les environnements mainframe, avec l'encryption automatique, avec la ségrégation des pages mémoire accédées par les programmes. Je pense que c'est une bonne annonce parce que au niveau des notations des organismes de certification de sécurité, ça va permettre aux plateformes Oracle équipées de ces puces-là de franchir un cap aussi. Et puis moi je vais faire un petit point sur la conformité, la compliance, parce que ça a été évoqué assez légèrement. Donc pour moi je vois deux problématiques. Sur le cloud aujourd'hui il y a quand même encore un flou sur la réglementation. Il y a des organismes qui commencent à certifier les fournisseurs de services cloud par rapport à des exigences de sécurité où vous allez pouvoir étendre votre RSSI sur le cloud privé public avec le même niveau d'exigence et garantir à la fois des délais, à la fois des conformités type, je sais pas, PCI DSS ou autre. Et l'autre point qui pour moi est important, c'est la sécurité. Donc quid de la gestion de vos licences sur un parc qui va être on-premise ou sur le cloud public. Donc ça, je vais passer la parole à Fabien qui va donner son avis sur ce point. C'est vrai qu'il y a le clic magique, je passe de l'on-premise au cloud et je reviens. Est-ce que ça sera magique sur la gestion des licences et des coûts associés? Alors d'un point de vue licence, effectivement, bon, sur tout ce qui sera cloud Oracle, on imagine bien qu'il y aura des règles un petit peu particulières. On attend un petit peu justement les informations aussi sur ce sujet-là, voir comment Oracle traitera sa propre plateforme cloud. Maintenant, aujourd'hui, sur les différentes architectures, enfin sur les différents acteurs du marché sur la partie cloud, on a des règles un petit peu particulières. Donc, il y a des règles différentes en fonction des différents acteurs, on va dire, du marché. Là-dessus, on abordera ce sujet un petit peu pendant les différents petits déjeuners, en fonction des sessions qui parleront du cloud Oracle pour pouvoir les comparer avec le cloud actuel. Aujourd'hui, effectivement, dans le monde du cloud, la difficulté provient des règles Oracle liées à la virtualisation, qui sont en général très coûteuses dans un environnement privé. Dans le cloud, en fonction des acteurs, cette difficulté peut être contournée avec des règles un petit peu particulières en fonction des acteurs tels Amazon, Azure. Voilà. Donc on parlera de tout ça très bientôt. Donc, en tout cas, un vrai sujet à suivre, cette gestion des licences, cette optimisation des actifs, puisque dans l'avènement du cloud, SaaS, PaaS, comme on l'a bien compris hier, ça va être un sujet alors que moi j'attends beaucoup, parce que j'ai aussi entendu que finalement faire du cloud privé ça devenait plus si cher, c'est ça? Alors, oui, alors par rapport à ça, moi j'ai trouvé la promesse est intéressante et il faut l'interpréter je pense du point de vue qui nous intéresse. Est-ce que ça veut dire que les coûts sont réalignés par le bas et donc on n'a pas plus, enfin on paie plus, on paiera moins d'avoir des environnements hybrides privés-publics et donc les coûts à la fois de licence d'exploitation seront amoindris. Je pense qu'il faut qu'il y ait des vraies annonces sur les licences parce que ça me paraît quand même compliqué de pouvoir dire je vais mettre mes environnements, je sais pas, de développement, l'intégration en public. En privé, je garde mes productions et j'ai un ratio beaucoup plus important sur le coût de mes licences sur le public. Là, ça peut être intéressant réellement. Quand on met en place des environnements sécurisés, on va avoir la production, le secours, les N environnements normalisés. Et
se pose très vite la question des coûts des environnements qui ne sont pas, il n'y a pas vraiment de valeur immédiate. Donc là, ça peut être intéressant, de ce point de vue-là, d'avoir un mix pour pouvoir faire baisser le coût de possession, à la fois du point de vue licence et du point de vue matériel. Un dernier complément des experts. Il y a eu une petite contradiction hier. On avait la présidente d'Intel, qui s'appelle René, j'ai oublié son nom, qui nous a expliqué qu'en gros, le mouvement allait plutôt vers le cloud privé que vers le cloud public. Et c'est elle qui disait qu'en fait, le cloud privé, bien géré, donc elle parlait de software defined infrastructure, pouvait arriver au même coût que le cloud public. Et après ça, on a eu Larry, une demi-heure, une heure après, qui nous expliquait que finalement, il n'est pas moins cher que le cloud public et que c'est vraiment le rêve qu'il fallait aller. Donc, moi, je suis resté un peu sceptique et je demande à voir. Ouais, donc ça, comme quoi les thématiques choisies par EasyTeam toute la semaine sur le cloud privé, le cloud hybride et le cloud public vont nous intéresser, et puis ça nous donne plein de sessions pour aller chercher de l'information. Donc merci aux experts pour cette première matinée. Je vais en profiter peut-être aussi pour vous présenter l'ensemble maintenant des patrons de business unit d'EasyTeam. Olivier, peut-être si tu peux nous dire un petit mot sur tes responsabilités au sein d'EasyTeam, s'il te plaît. Oui, donc bonjour à tous, Olivier Lambert, je suis le directeur de la BU Infrastructure d'EasyTeam, donc infrastructure au sens Oracle. Et donc je vais participer activement cette semaine à vous présenter les sujets cloud en fait, qui ont été annoncés au cours de Rémi Baudot, la business unit formation. Donc, bonjour, moi je suis Rémi, donc je suis le directeur de l'entité formation chez EasyTeam. Formation, je pense que vous connaissez tous, hein, vous avez tous suivi des formations. Il y a un côté auquel on s'attend tous et j'espère vous surprendre tous cette année en vous montrant notre déclinaison cloud de la formation et voir ce qu'on peut faire avec. Et vous verrez, c'est assez intéressant, je crois. On va revenir avec toi dans quelques instants. Frédéric Cessy, directeur de la BU Software Asset Management. Bonjour tout le monde, Frédéric Cessy, je dirige la BU Software Asset Management, comme le disait Jérôme, dont fait partie Fabien, et accessoirement, je dirige aussi la BU Recherche et Développement pour EasyTrust. Alors justement, EasyTrust, c'est un levier d'investissement important chez EasyTeam. Maxime Pavlak, vice-président chez EasyTeam. Bonjour à tous. Donc moi, effectivement, je suis responsable de notre offre logicielle, les logiciels EasyTrust. Je vous invite à venir passer nous voir sur Moscone West. On a un stand, le stand 2414. Ce sera avec plaisir qu'on vous fera une petite présentation de ce qu'on fait. Merci Maxime. Et enfin Michel Ribaud, en charge de middleware. Bonjour, Michel Ribaud. Donc, je dirige la BU middleware et applications. On a nommé Fusion. Donc, je suis en charge de tous les projets d'intégration, mais aussi Web Center, ADF et aussi e-business suite. Donc, tout au long de la semaine, on va vous parler d'intégration dans le cloud, à travers notre offre Cloud Impact et Cloud Intégration. Merci Michel. L'idée c'était que vous mettiez des compétences sur les têtes et vice-versa, puisque tous ces patrons de business unit vous accompagnent toute la semaine. Donc n'hésitez pas. Merci. On va enchaîner donc sur notre première session. J'ai loupé le débrief. À propos du cloud public typiquement. Est-ce que, à entendre les annonces hier, tout le monde fait du cloud public déjà? Si on se fait un petit vote à main levée, là, qui est-ce qui fait du cloud public aujourd'hui parmi vos sociétés? Pas encore tout le monde. Cloud privé peut-être? Un peu moins. Bon, donc on a encore du chemin sur ce cloud. Olivier, est-ce que tu peux peut-être, à la limite, nous replacer un peu les concepts? Voilà, donc c'est ce qu'on va procéder aujourd'hui dans
reprendre en fait les concepts qui sont historiques, hein, qui sont contrôlés par un organisme d'ailleurs qui définit le cloud. Et derrière, donc, on va vous présenter un comparatif relativement sommaire en fait de chacun des acteurs en fait sur ce marché, sachant que la version Oracle est celle d'avant-hier. Donc j'en profiterai pour revenir sur l'ensemble des éléments qui ont été annoncés hier, et on l'a tous vu hier, peut-être si vous avez le temps, la mise à jour en fait de l'offre Oracle qui s'est faite dans les 2 derniers jours. Ouais. Alors, comme je vous l'annonçais, donc dans un premier temps, pourquoi le cloud, qu'est-ce que le cloud, et ce comparatif dont je vous parle à l'instant. Alors, là on retrouve cette petite image là, qui rassemble plein de concepts. Pour simplifier, puisque aujourd'hui le terme a été galvaudé, réattribué, etc. Enfin, c'est un petit peu compliqué, donc on a essayé ici, de par la définition en fait, de l'organisme pilote en fait, qui gère ça, de repositionner en une simple phrase qu'est-ce que le cloud. Donc en fait le cloud permet d'obtenir en self-service, il y a cette notion élémentaire de self-service, d'une infrastructure matérielle logicielle et des services associés. Donc il y a vraiment un triplet qui est associé et qui se cache derrière le cloud. Et finalement la notion de paiement à l'usage pour bénéficier de performance et de disponibilité. Alors, je ne vous ai rien appris là, donc d'une façon assez sommaire aussi, je vais reprendre ici les déclinaisons qui sont utilisées dans la terminologie du cloud. Donc la première approche cloud, c'est le fameux IaaS, où le prestataire en fait va mettre à disposition une infrastructure matérielle, et ça s'arrête là. Derrière, on trouve quelque chose de plus élaboré qui s'appelle le PaaS. Alors le PaaS, ça peut être donc c'est une plateforme applicative. Ça peut être de la base de données, du middleware et des dérivés. Au niveau base de données, on parle ça peut être une base de données à part entière ou un service base de données sous forme d'un schéma comme le proposait jusqu'à avant-hier Oracle. Et au-dessus de ça, quelque chose que vous connaissez peut-être encore mieux, qui a été largement débattu hier par Larry Ellison, le SaaS, avec toujours cette image, cette force en fait qui nous imprime tous. Alors, dans toute la verticalité de cette décomposition, on va retrouver des facteurs clés. Alors, il y a quelques mots. Donc la première chose, c'est la simplicité. Il faut que tout ce qu'on promet, tout ce qu'on demande, ce qu'on reçoit, la métrologie, le paiement, il faut que ce soit simple. Sinon, c'est pas la peine. Il y a aussi une notion de rapidité et d'engagement. Ça, c'est quelque chose d'élémentaire, en fait. Vous demandez quelque chose à un prestataire cloud, et il va s'engager à vous fournir cette prestation dans un temps qui est déterminé, et qui souvent, d'ailleurs, est couvert par des systèmes de SLA. On parlait de SLA matériel avant, on parle aussi de SLA service, un petit peu comme dans le domaine de l'infogérance. Et donc, en termes de stratégie, la répartition hybride, privé, public, je pense que c'est pas la peine de trop en parler. Et en termes de fonctionnalité, il y a en fait toute la stack en fait d'un SI. On peut se décider d'aller vers le cloud simplement pour faire du testing, de la qualification ou mettre ses environnements de production. Alors, pourquoi aller vers le cloud? C'est la question élémentaire en fait. Donc on retrouve cet ensemble de concepts. Alors celui qui a été positionné en premier, c'est la simplicité. Si c'est compliqué, ça vaut pas le coup. Donc ça, c'est vraiment une des premières étapes. Après, en termes de bénéfices, il faut que ce soit rapide. On ne peut pas se dire, je vais déployer mon application dans 3 semaines, dans 1 mois, l'ordre de grandeur est plus associé au jour ou à la semaine, une fois que le système est rodé. Donc ça, c'est des choses qu'on verra au fur et à mesure de la présentation. Alors, en termes de services, il va y avoir toute une notion de richesse. On doit être autonome avec le cloud. On n'a plus à remettre les mains dedans sur le plan technique. Ça s'appuie donc sur la simplicité, comme évoqué en premier, mais aussi des dispositifs automatiques. Alors ça, hier, Larry a un petit peu survolé les points. On n'en sait pas plus. On verra ça.
Alors, après, bon, avoir quelque chose de statique, c'est bien, mais tout change tout le temps, on le sait bien. Et il faut aussi que cette notion de changement reste simple. Il y a un des éléments clés qui est prépondérant et qui fait parfois défaut dans certaines constructions ou certaines offres, cette notion d'élasticité. Donc la capacité à disposer d'une infrastructure qui peut être agrandie, donc sous couvert d'un paiement forcément. Et on va voir que certains sont allés beaucoup plus loin, puisqu'on trouve des prestataires aujourd'hui qui proposent des solutions qui s'étendent automatiquement. Alors ça, c'est vraiment un élément très intéressant. Et on peut imaginer des cas de figure très très simples. Une plateforme e-business suite, vous avez vos clôtures à la fin du mois, les paiements, les fiches de paye à réaliser en fin de mois. Vous êtes un retailer, au moment de Noël, on est bien plus de jouer, donc il faut avoir une activité qui est pas du tout linéaire sur l'année et avoir ce besoin en fait de grandir sur le temps d'un mois ou deux et de pouvoir revenir à la situation initiale et revenir à vos prix initiaux. Donc ça, c'est l'élément clair. Alors, derrière la robustesse, ça c'est un élément très important aussi parce que on dit souvent sur le code, il n'y a pas d'engagement, c'est pas trop ce qui se passe. Les grands en fait couvrent leurs prestations par des SLA. Des SLA donc, qui se basent sur de façon assez classique, des mesures de temps de disponibilité, on va voir ça en détail après. Et donc s'ils n'atteignent pas leur SLA, vous avez des malus en fait qui sont comptabilisés dans votre facturation. On va voir aussi qu'elle peut être à l'heure, même au jour, à l'heure. Et alors, derrière cette notion de robustesse, on se pose une question, parce que quand vous achetez une machine ou un environnement en fait, chez un fabricant standard, lui ne vous garantit pas que le processeur ne va pas tomber en panne. Lui, ce qu'il peut vous garantir, en fait, c'est que dans son contrat de service, dans un temps de 24-48 heures, il peut venir remplacer la pièce parce qu'il l'a près de chez lui. Et vous avez même des contrats étendus, pour certains grands comptes, où on voit les fabricants, IBM, HP, etc., qui provisionnent toute une partie de vos matériels, de toutes vos filiales, pour pouvoir remplacer dans l'heure. Ce que proposent en fait les prestataires d'offres cloud, c'est bien plus que ça en fait, au final, quand on y réfléchit. Parce que des machines, ils en ont par milliers, et la capacité à déplacer votre environnement sur une autre machine est complètement démultipliée par rapport à un remplacement matériel dans une approche classique. Alors, fatalement, la notion de coût avec le grand débat OPEX-CAPEX et le coût à la consommation. Donc là, comme je disais précédemment, on trouve maintenant des gens qui produisent en fait une facturation à l'heure, et puis ce système d'engagement et de confiance dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, ça, c'est un des premiers aspects des bénéfices. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que d'un point de vue culturel, on peut tout à fait imaginer que ça va induire en fait des changements profonds sur le plan organisationnel et nos façons de voir les choses. On en parle depuis 4-5 ans. Marie disait hier, ça commence maintenant, et je pense que ça commence vraiment maintenant aussi, parce que on va voir, je vous commenterai très, très sommairement les évolutions que j'ai vues pratiquement entre il y a moins de jours et cette nuit chez Oracle, mais il y a une accélération qui est énorme. Alors, dans l'IT, côté IT, on va revenir sur les choses plus pragmatiques. On veut faire des choses qui sont utiles, compréhensibles. On n'est plus dans le shift du bit de droite, on parle de façon plus globale. Les clients, pour avoir rencontré certaines personnes avant de bâtir notre offre qui sera présentée mardi, sont assez unanimes en fait. Eux, ils veulent un système qui marche et qui marche avec tous les composants. Donc il y a cette notion de maîtrise. Derrière, pour que ça fonctionne, c'est l'opportunité aujourd'hui de changer pour partir vers une véritable standardisation des infrastructures, une homogénéité au niveau des process. Et ça, on en parlera un petit peu plus mardi, mais qu'on soit en privé ou en public, en fait, quand on y réfléchit, il n'y a pas de raison que ça change. Donc, l'homogénéité. Fatalement, l'axe consolidation amène
typiquement une réflexion hein, sur la consolidation des licences et leur usage. Donc ça sera débattu aussi par mes collègues plus en détail. Alors, l'agilité, l'évolutivité, on sait bien, hein, la crise amène certaines sociétés à ouvrir une filiale, je ne sais pas, moi, en Hongrie. Il faut que ça aille vite, quoi, parce que l'économie va plus vite. Donc, c'est un facteur d'accélération. Alors, les capacités d'intégration, là, au niveau du cloud, est mal formulée, en fait, à ce niveau-là, je suis désolé. En fait, l'idée, c'est l'interopérabilité entre l'ensemble des services cloud. Puisqu'une fois qu'on y est, après, bénéficier d'autres services cloud, c'est beaucoup plus facile. Donc ça, c'est un sujet qu'on traitera ici aussi mercredi. Alors, la création de valeur derrière tout ça, elle va de soi. Hein. Et encore la dimension coût qui s'applique naturellement à la partie. Alors, je suis allé assez... Je pense pas nécessairement vous avoir appris grand-chose sur ces plans-là, mais je pensais que c'était important en fait, de se recaler sur ces basiques pour animer en fait l'ensemble des sessions de cette semaine. Alors, de façon très sommaire en fait, hein, on a procédé à une comparaison des acteurs majeurs en fait du cloud, que sont Oracle forcément, hein, Amazon avec AWS et Microsoft. Alors ici c'est représenté de cette façon-ci. Hein. Amazon en fait propose deux alternatives, hein, PaaS et IaaS. Donc je répète, hein, donc la plateforme pure, enfin infrastructure pure ou plateforme. Microsoft n'est aujourd'hui que sur la couche IaaS. Et alors Oracle, le slide date d'avant-hier, hein, donc il y a une certitude naturelle sur la partie SaaS, et Larry n'a fait que le confirmer pendant la moitié de son discours. En revanche, on voit beaucoup de choses en fait hein, sur les deux autres niveaux, que sont le IaaS et le PaaS, avec une promesse en fait des DAS, hein, avec une vision schéma, je vais vous expliquer ça après. Donc sur la partie PaaS, et côté IaaS, on avait plutôt entendu que il ne passerait pas grand-chose tout de suite. Alors, pour bien comprendre, on a vu donc les trois plus grands acteurs, hein, et donc pour restreindre l'étude, hein, la partie SaaS ne fait pas partie de l'approche. Alors, ici, sur un cadran un petit peu simplifié, hein, je vais reprendre un par un, mais les axes élémentaires en fait du cloud. Donc là, une des choses en fait, un des axes les plus importants, capacité d'automatisation. Ensuite, support des produits Oracle. La notion de licence, hein, consommation de licence, métrologie de licence, optimisation. Capacité à faire tourner les environnements hors Oracle. Et donc cette notion d'élasticité qui est reprise ici sous forme, sous la terminologie de capacité de débordement. Alors, le débordement doit toujours être rapide. Ce qui est automatique, c'est encore autre chose. Alors, sur j'ai fait une petite erreur là. Dans le comparatif, on trouve les 4 grands. Pardon, je n'ai pas bien... Ouais, je l'ai oublié dans le slide précédent. Donc là, on retrouve en fait les 3 grands acteurs, plus ici, la petite clé là dans le nuage, c'est le cloud privé. C'est votre cloud en fait, c'est votre infrastructure, celle que vous avez déjà ou que vous allez en y mettre. Alors, ce qui ressort, on va revenir dans le détail après, mais c'est que les deux premiers, les deux leaders en fait sur le marché, hein, c'est essentiellement Amazon et les solutions de type cloud privé. Amazon en fait dispose d'un socle hein, qui est assez ancien, qui a servi à produire un nouveau produit qu'on appelle OpenStack, dont on parle beaucoup, hein, en vrai qu'on parle beaucoup aussi. Et donc très nettement, ils ont une large longueur d'avance. Sur la partie support produit, on a mis ici le cloud privé en premier, puisque fatalement le fait d'être dans un cloud, même Oracle, ne vous laissera a priori pas la même latitude de patching ou de versionning que vous pourriez imaginer. Amazon,
Azure, bon, c'est beaucoup plus. Alors, sur la partie licence, on a franchement deux leaders. Hein. Oracle qui maintenant propose des modèles de licensing à l'heure, donc à l'heure et au vCPU, suivi de très près d'Amazon qui était le leader en fait sur ce domaine. Alors, reste les capacités à produire tout votre environnement, tout votre SI sur le cloud, et cette fois, Amazon suivi d'Azure. Oracle aujourd'hui, à notre connaissance, on verra ça dans les jours qui viennent, ne propose pas de l'infrastructure, ne proposait pas avant-hier d'infrastructure IaaS capable de faire ça. Et alors, en termes de capacité de débordement, on va voir donc Amazon dispose de mécanismes automatiques, où à travers l'interface en fait de contrôle de vos environnements cloud, vous pouvez caper en fait des plus-moins sur ce que vous voulez. Azure se positionne un petit peu pareil, et Oracle, on ne sait pas en fait. Le sujet a été évoqué hier par Larry, on ne sait pas comment ça marche. Donc on va savoir ça cette semaine. Alors, c'est ce slide que je voulais vous éviter. On ne va pas aller en détail. Donc en fait, le radar qu'on vient de voir avant est la synthèse de ça. Alors, je vous propose néanmoins de reprendre en fait sur chacun des topics le positionnement d'Oracle tel qu'il était connu avant-hier et tel que on pourrait imaginer demain. Alors j'imagine que dans le fond vous ne voyez rien forcément. C'est un document assez précis. On a eu tout un tas d'ateliers depuis le début de l'année en interne, donc c'est des choses qu'on maîtrise assez bien. Alors un des éléments clés du cloud concerne l'automatisation. Et à date d'hier, en fait, Oracle ne proposait absolument aucun mécanisme. On est très attentiste cette semaine, pour les prochains jours. Sur la partie support produit, là, forcément, là, on est au meilleur endroit. Donc, rack, extrême performance, capacité à avoir des environnements sur des machines type Exadata, partitioning, donc il y a vraiment tout. En fait. L'offre PaaS DBAS était présente en fait sur le site, mais en devenir en fait jusqu'à avant-hier. Donc il n'y avait pas une véritable position PaaS DBAS jusqu'à avant-hier. Sur la partie consommation à l'usage, alors ça c'est un sujet en fait qu'on n'a pas trop traité pour l'instant. Donc là on a quelque chose d'énorme en fait qui arrive avec Oracle. C'est un modèle de consommation à l'heure. Donc ça c'est quelque chose de révolutionnaire, puisque seul pour l'instant Amazon était titulaire de ce type de capacité, mais uniquement en édition Standard Edition 1. Là a priori ça va s'adapter, s'appliquer à l'ensemble de l'offre. Alors on trouve un peu partout aussi le modèle BYOL, donc Buy Your Own Licenses. Donc ça c'est quoi? C'est vous prenez une plateforme en fait sur le cloud et vous achetez X cœurs, X sockets éventuellement, et vous venez mettre vos propres licences en fait, quelle que soit la nature. Donc là, on voit bien ici Amazon et en particulier Microsoft, c'est Microsoft c'est le seul modèle qui est permis. Alors, en termes de gestion d'environnement hors Oracle, à date d'hier, il n'y avait rien. Donc on est, comme je vous disais, très attentiste. Alors, les capacités de débordement, il y a une première notion qui existait, en fait, j'ai toujours parlé à la portée, chez Oracle, avec une notion de pré-provisioning. C'est pas très clair. Alors, un élément que je ne détaillerai pas aujourd'hui, c'est la partie réseau. Ça, c'est un élément assez compliqué, en fait. Est-ce que la prestation cloud s'inscrit comme une extension en fait du réseau privé du client? Est-ce qu'on est sur des mécanismes complémentaires? Oracle, oui. Ouais, je vais accélérer. Donc Oracle ne proposait rien. Et là sur le site, là on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Donc là c'est un réel défaut en fait, si on n'arrive pas à aller plus loin. Alors on trouve des choses standards, sécurisation, on a de par l'offre Oracle, tout l'attirail en fait
produits et de solutions. Et les challenges, bon, bah, c'est ceux d'hier, donc a priori, Larry y répond. Alors, pour terminer, ici on vous a représenté sur des cercles, en fait, à l'échelle, hein, le positionnement du marché. Alors, Amazon, 50% du marché. Microsoft, 4 millions de serveurs. Oracle, aujourd'hui, 15 000. On a dit 30 000 hier. Mais bon, ça vous donne un ordre de grandeur. Ça vous donne aussi, en fait, je pense, hein, dans la vision d'Oracle et le positionnement qui est annoncé, en fait, en termes de superposition, les ambitions en fait, hein, d'Oracle pour monter en fait sur ce segment qui est sur lequel bon, il est peu présent aujourd'hui. Voilà. Alors, on a un petit français là au milieu. Alors, oui, en effet, on a un petit français avec 170 000 serveurs, donc c'est un grand prestataire en volume et qui reste néanmoins un prestataire qui s'adresse quand même relativement assez peu aux grandes entreprises. Parce qu'on est sur des modèles en fait assez différents. Hein. Bon, je pourrais vous détailler ça, mais on n'a pas du tout typiquement de capacité d'automatisation, de déploiement comme Oracle ou Amazon pourrait le provisionner. Voilà. Et Rackspace qui ça. Alors, j'en termine. Hein. Donc EasyTeam est là autour de ces sujets, donc on va dévoiler en fait hein, cette semaine notre stratégie, donc plus mardi sur la fin de la semaine. Donc on est à fond dans ce type d'approche qu'on peut voir aussi comme une extension, hein, un complément des services managés, des services d'infogérance. Il y a toute la dimension licence en fait qui va vous être expliquée, puisque le fait de partir vers le cloud, on parlait de changement culturel tout à l'heure, donc il y a un changement organisationnel aussi à mener pour contrôler ça. On sait plus ce qui se passe sinon. Et derrière, je vous invite à revenir mardi pour vous dévoiler la deuxième partie du dossier. Alors, au titre de ces changements culturels, il y a aussi des changements en fait organisationnels et donc au niveau formation. Et à ce titre, donc, je vais passer la main à Rémi Monod, qui vous rejoint là, et qui va donc vous présenter la déclinaison en fait de l'approche en fait d'EasyTeam formation pour préparer ce nouveau chemin qui est le passage au cloud. Merci Olivier. Donc Rémi, l'an dernier, tu nous avais annoncé Training on Demand, une offre cloud de la formation. Je crois que tu as encore une annonce cette année. Ouais, tout à fait. Donc rassurez-vous, on a préparé les présentations hier. Je savais que je passais derrière Olivier. Donc je vais faire l'inverse. Moi, j'ai pas une seule ligne de texte. Voilà. Donc j'ai fait l'inverse, j'ai fait des dessins. Vous allez voir, je suis un très très grand dessinateur. Hein. Ma fille, en tout cas, qui a 5 ans, est persuadée. Donc des dessins, des photos, et je vais vous expliquer un concept. Le concept, c'est, on a parlé du cloud. Cloud, on peut avoir à la volée et à la demande de l'infrastructure, de la puissance de calcul, du stockage, on peut avoir pas mal de choses, et on ne parle jamais de nous. D'accord ? Les humains. Comment faire pour monter en compétences dans le cloud ? Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible d'avoir de manière simple, instantanée, pouvant monter en charge, d'avoir de la compétence. Je ne parle pas de la connaissance, hein. Je ne parle pas juste d'aller piocher de l'information sur Google, d'aller lire les threads dans Metalink, d'accord, je ne dis pas d'aller regarder YouTube, je parle d'aller acquérir en fait de la compétence. Quelque chose qui va être structuré, qui va nous permettre en fait de faire un certain nombre de choses, donc soit d'appliquer des concepts, de monter en puissance sur, aujourd'hui je suis administrateur database, je dois être amené à gérer un Exadata, on va le faire. Je parle aussi d'une dimension de changement. Demain, pour vous, passer dans le cloud, on va voir une sacrée dimension de changement au niveau des équipes. Les métiers changent. D'accord ? Quand on parle database as a service, on fait un patch en cliquant sur un bouton, on fait pas mal de choses. Il y a aussi énormément d'autres métiers qu'il va falloir occuper, donc il y a beaucoup de choses qui vont changer. Est-ce qu'on peut aujourd'hui
gérer cette compétence, vos compétences, les nôtres, hein, parce qu'on s'en sert aussi pour nous, forcément, dans le cloud? Alors, la réponse est oui. Donc je vous avais promis, hein, voilà, c'est un dessin. Alors c'est un peu flou. Donc en fait, ce que j'introduis aujourd'hui, c'est le CAS. Alors c'est moi qui ai inventé le cycle, hein, ça n'existe pas. Je me suis dit, après tout, il y a infrastructure as a service, plateforme as a service, software as a service. Ben, j'ai fait competency as a service. D'accord? Donc comment faire pour avoir accès à de la compétence en tant que service? Aujourd'hui, quand on pense à formation, on pense à quoi? On pense à une salle bien faite, quelqu'un comme moi qui est là, qui parle devant un ensemble de stagiaires, donc j'espère que votre cours vous plaît. Hein. Donc on pense à ces choses-là. Le problème, c'est qu'on n'a pas de capacité de monter en charge. On ne peut pas décider de former de 1 à 500 personnes comme ça à la volée en salle. C'est pas possible, ça ne marche pas. On ne peut pas dire je veux commencer ce soir, ça ne marche pas non plus. D'accord? Il y a énormément de choses qu'on ne peut pas faire. Donc sur ce segment-là, Oracle l'année dernière a sorti le training on demand. Donc le training on demand, c'est l'intégralité en fait d'un cours Oracle, filmé par un certain nombre de caméras HD. On fait un montage de tout ça et on voit l'intégralité du cours. Quand je parle d'intégralité du cours, par exemple, si vous prenez un cours database, vous allez avoir 25 heures de vidéo. 25 heures de vidéo, je ne parle pas de 10 minutes, hein, on a l'intégralité de tout ce qu'on va avoir derrière et la capacité, grâce à des VM placés sur le cloud Oracle, bien sûr, de faire des exercices. Donc ça existait l'année dernière. La petite annonce de l'année dernière, c'est que EasyTeam avait signé un partenariat, un accord avec Oracle, pour pouvoir traduire ces fameux TOD de l'anglais vers le français. Je suis désolé, hein, je parle un peu anglais, j'aime bien ma langue. Donc on a traduit comme ça un certain nombre de TOD, hein, les best-sellers comme on les appelle, l'administration database, du web logique, de l'Exadata. On a traduit un certain nombre de choses, donc on continue à le faire, mais il fallait aller encore plus loin en fait. Pouvoir accéder à du contenu comme ça, du bon contenu, marqué contenu, d'accord, j'écris pas très bien, mais donc accéder à du contenu comme ça à la demande, c'est très très bien, mais est-ce que ça suffit en fait pour avoir de la compétence? En fait, pour aller vers la compétence, il faut aller plus loin. Et aller plus loin, c'est avoir quoi? Bah, c'est avoir des gens comme ceux qu'on a ici, des experts. Cette dimension en fait, interaction, pouvoir à un moment donné poser une question, comprendre, parfaire, aller plus loin. D'accord? Vous avez tous suivi au moins une fois dans votre vie une formation. J'arrive, je ne connais pas grand-chose. À la fin de la semaine, j'ai l'impression de tout comprendre. Et après, je rentre au travail. Et là, je suis devant mon ordinateur et ouf, en fait, c'est pas exactement comme dans le cours. Comment je fais? Et bien là, on est coincé. On est tout seul. Ben, nous, ce qu'on propose, en fait, ce qu'on avait commencé à monter l'année dernière, c'est une plateforme dans le cloud qui va vous permettre d'accéder à ces fameuses composantes, mais qui va aussi vous permettre d'accéder à nos experts. Le but, c'est de voir avec eux, tout au long de l'année, alors on appelle ça en anglais le continuous learning, l'apprentissage continu. Le but, c'est pas de se dire, dans l'année, je vais me former 2 fois une semaine, une fois 3 jours, une fois 2 jours. Le but, c'est de se dire, j'ai besoin, sous forme de service, de compétences, que quand j'en ai besoin. Le fameux, alors pour ceux qui ont fait du middleware ou du Java, le just-in-time. Just-in-time competency. C'est au moment où j'en ai besoin que je vais avoir recours à ces services. Donc on a monté cette plateforme cloud qui va donc permettre de faire des interactions entre vous, des interactions avec nous, d'être coaché par nous, pouvoir approfondir ces concepts, pouvoir créer un lien, en fait. Si vous avez une grosse équipe et faire du changement, c'est très bien de faire une formation en octobre, et puis après on a des problématiques de mise en prod, de machin, on fait la suivante en mai. Il se passe quoi au milieu? Bah maintenant, au milieu, il se passe nous. Il se passe nous avec vous. D'accord? On est là, on vous suit, et on avance aussi ensemble. D'accord? Donc on va faire ça. Alors, je vous montrerai juste après. On atteint même, grâce à des partenariats, on va rester humble, on ne peut pas tout faire tout seul, la dimension change management, donc la gestion du changement. Pourquoi? Parce que le cloud, aller vers le cloud, derrière, c'est énormément aussi de défis humains, énormément de défis d'adoption d'utilisateurs, de changements drastiques de métier, donc ça veut dire d'énormes points de continuité, d'accord? Et tout ça appuyé par une toute petite, plutôt grosse nouveauté Oracle. Donc Oracle, pour cette année, dans sa dimension cloud, je ne sais pas si vous êtes au courant, a sorti un modèle d'abonnement qui ressemble à du Spotify, du Deezer, du Netflix. Vous allez pouvoir vous abonner à l'année
aux formations. Donc concrètement, vous allez pouvoir payer un abonnement annuel et avoir accès à tout ce que vous voulez à la demande. Open bar, c'est gratuit. D'accord? C'est payant. Hein. Mais je veux dire, il n'y a pas de surcoût. Il n'y a pas de surcoût par la suite. Donc ça permet d'isoler le budget, mais surtout ça permet de faire quoi en fait? Et c'est là que c'est intéressant. Aujourd'hui, on ne peut pas forcément savoir ce qu'on va faire dans 6 mois, dans 8 mois. On va avoir de la mobilité dans les équipes. Et donc ça va permettre en fait de pouvoir gérer les actions de formation de manière forfaitaire et pouvoir aller voir de tout, même carrément les découvrir de tout. Je n'ai pas forcément Exadata, bah c'est pas grave. Je vais me connecter sur le Cloud Institute, accéder au contenu Oracle, je vais avoir accès à des VM Exadata, pouvoir pratiquer, pouvoir comprendre et pouvoir aller un peu plus loin moi-même sur de Exadata. Donc pour pouvoir mettre ça en place, on a fait 2 choses. La première, c'est qu'on a pris une énorme plateforme, d'accord, enfin un partenaire qui s'appelle Blackboard, qui est le plus gros éditeur de LMS au monde, et on a construit comme ça une plateforme cloud dont vous avez les premières images, qui sera disponible en novembre, d'accord, sur laquelle vous allez retrouver des forums, des blogs, la capacité d'écrire des articles, la capacité de voir nos articles. Peut-être que certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous connaissent notre blog qui s'appelle Artzoid. Sur Artzoid, vous avez énormément de publications, à peu près une tous les jours, des articles techniques. Sur le Cloud Institute, vous allez pouvoir discuter avec Thomas Bordeaux sur son dernier article sur la 12C, avec Eugène Ibarra sur les problématiques de sécurité. Donc pouvoir, et ça fait partie de la compétence. La compétence, c'est pas juste suivre un cours, c'est aussi discuter des sujets d'actualité, comme on le fait ici. Eux, ils le font toute l'année, ils publient des articles, et après, vous pourrez discuter directement avec eux. Vous allez avoir aussi toute une dimension réseau social, reliée à Twitter, reliée à Facebook, reliée à LinkedIn, pouvoir aller au-delà et décrypter l'actualité, pouvoir faire un certain nombre de choses, d'accord? Et bien sûr, tout ça, c'est disponible sur les terminaux mobiles. Alors, l'une des facettes, la deuxième facette la plus intéressante, je dirais, de ce qu'on a mis en place, la première pour moi, c'est vraiment l'interaction humaine. D'accord? Être seul, se former, voir un formateur pour une semaine, c'est bien. Avoir accès à des gens qui soient pédagogues, mais aussi peut-être pas forcément pédagogues. Bon, Eugène est très pédagogue. Thomas, je sais pas. Par contre, je sais que Thomas, si vous lui posez des questions, il saura vous expliquer. D'accord? Donc, allez directement à la source de ces experts et pouvoir dialoguer avec eux, mais vous avez aussi cette foultitude de contenus d'extrême qualité. D'accord? Vous allez avoir donc les TOD avec les abonnements illimités, vous allez avoir des composantes, par exemple, qu'Oracle vient de sortir, qui s'appelle Oracle Stream, sur laquelle vous allez avoir énormément de petites vidéos d'1 quart d'heure, d'une demi-heure, sur les dernières nouveautés, le multi-tenant en 12C, le tuning Exadata, pas mal de choses. C'est en anglais, mais ça nous permet d'en discuter entre nous et avec vous. On va pouvoir aussi derrière directement proposer des choses assez atypiques. Par exemple, peut-être que certains d'entre vous ont déjà suivi le cours sur la gestion des licences. On sort des cours sur la gestion des licences. Et grâce à la plateforme, pouvoir orchestrer tout ça à distance. Donc je discutais hier avec l'un d'entre vous qui me disait que sa problématique, c'est qu'il avait des équipes réparties sur le territoire, voire même à l'international, qu'il essayait de fédérer un tout, de créer un esprit d'équipe, de les faire tous monter en compétences. Le seul problème, c'est pas au même endroit et pas disponible en même temps. Là, c'est pas grave. On va les suivre ensemble, au sein d'une partie du Cloud Institute. On va créer un réseau fédéré pour cette équipe et on va les suivre dans le temps, les faire monter en compétences et aussi ouvrir l'opportunité de dialoguer avec certains d'entre vous. Si vous venez sur le Cloud Institute, vous pourrez dialoguer avec quelqu'un d'une autre société, entre vous. D'accord? La dernière dimension, et vous voyez, là j'ai du texte, mais je vais aller vite. C'est fini. Vous voyez, la dernière dimension, c'est le changement. Le changement, on y va avec le cloud. Aller vers le cloud, c'est pas juste se former sur les nouvelles fonctionnalités de la database 12C. Aller vers le cloud, c'est pas juste aller voir le cours d'administration avancé ou standard sur WebLogic Server. Aller vers le cloud, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il va falloir changer la manière de voir, changer la manière de travailler. Je prends un autre exemple, un peu plus pragmatique. Aujourd'hui, prendre un Exalogic, un Exadata, c'est quelque chose de magique, mais qui va changer aussi la manière de travailler derrière.
On va avoir des consoles de gestion qui vont administrer et faire un certain nombre de choses que peut-être potentiellement faisaient plusieurs personnes. Donc il va falloir prendre en compte cette dimension de changement. Et on a intégré donc dernièrement dans le Cloud Institute un outil qui va nous permettre de piloter cette dimension de changement. D'accord ? Qui va permettre de poser ce qu'on appelle des Key Performance Indicators sur des indicateurs par exemple GAP, pour ceux qui ont déjà fait de la conduite du changement. Alors ce sont des applications qui viennent du monde justement des applications, principalement en utilisant aujourd'hui la technologie UPK d'Oracle, User Productivity Kit, d'accord, et qui vont qui permettaient jusqu'à présent de suivre des changements de version sur la business suite, sur du PeopleSoft, sur du Siebel. Et là, en fait, on est en train de le généraliser pour tout changement, et entre autres, comme on le verra, un changement d'usage en allant vers le cloud hybride, le cloud public ou le cloud privé. Voilà. Donc, ce que je souhaite que vous reteniez, c'est ça. D'accord ? En chèque de long, pas grand-chose, mais ça m'a assez fait plaisir de dessiner cette chose-là. Aujourd'hui, faire de la formation ou gérer sa compétence dans le cloud, c'est être capable de rassembler les meilleures briques avec les meilleures personnes, d'accord ? Et pour pouvoir ensemble aller vers plus de compétences. Il n'existe pas une seule solution. La solution dans le cloud, c'est orchestrer tout ça de manière dynamique, à la volée, d'accord, et pour en supporter de très hautes volumétries. Voilà. J'ai fini. Alors, il n'y a pas Jérôme. Sinon, j'allais vous faire un pas de danse, mais voilà. Ok, merci Rémi. Merci. On va clôturer cette première session. Micro. Sur le micro, s'il te plaît. On va clôturer ce premier petit déjeuner sur un lever de brouillard sur San Francisco. Juste vous rappeler qu'on va faire un petit tirage au sort sur la base des fiches que j'espère vous avez tous assidûment remplies. Vous avez vu les grandes annonces à pas oublier aujourd'hui, 8h30 marqueur quand même, l'ouverture, première keynote, 11h30 en extérieur, les ingénieurs de système qui vont aussi faire l'objet d'un lancement, l'ouverture également de l'espace à 9h30 d'exposition. N'hésitez pas à aller saluer nos petits Français d'EasyTrust qui ont leur stand. Et puis tous les autres événements d'Oracle France, vous recevez par SMS, j'imagine. Écoutez, c'est l'occasion d'aller prendre peut-être un dernier café. Le temps qu'on ramasse toutes les fiches, on trouve une main innocente pour un tirage au sort. Merci beaucoup. Bonne journée. À demain. Ça demain. Le texte, tu vois, la magie, les choses. Ouais, justement, ça pour envie. On a quand même dit tout ça, puis on fait pareil. Je vais aller chanter un peu les experts ce soir, parce que là, super grande gueule de soir. Ce soir, on va les mettre au soir. La présence de la présentation de l'ancienneté ou je pense que ça va être publié sur un site. Je vérifie, je vérifie. J'en ai fait un. Oui, je l'ai bien vu au moment où j'arrivais là.
D'accord. À 11h30. Ok. Je sais pas comment c'est peu, c'est qu'il y avait une licence.
Non, mais c'est pas mal avec les couleurs. Ouais, 8h, ça reste C'est mon fils de 2 ans et demi qui va adorer. J'ai vu Rémi. Là, simplement, est-ce que tu peux me renvoyer l'annonce de ça pour que moi je le transmette à cette personne parce que l'annonce du. Le PPT? Hein? Le PowerPoint? Non. Mon mail qui annonce qu'il y a les petits déjeuners votre ensemble. Ah oui, oui, l'invitation. Ouais, l'invitation. Pour les gens qui sont en France. Ouais, ouais.